relance l'enregistrement et je vais vous partager le document. Alors, normalement, vous devez voir mon écran. Donc, alors, l'arbitrage en loisir, ce n'est pas spécialement l'arbitrage en loisir, parce que c'est les mêmes règles que pour tout le monde. L'idée est juste d'apporter des précisions sur des règles fondamentales qui posent souvent problème parce que ça peut être des règles non comprises. Donc, l'idée est surtout là pour cette information sur l'arbitrage qu'on a appelé l'arbitrage en loisir, mais on aurait pu parler d'informations sur les règles principales de l'arbitrage. Donc, le sommaire de cette soirée, donc on va avoir quelques petites généralités, tout ce qui est les rotations et les positions quand on joue en 6-6, tout ce qui concerne le filet, les pénétrations sous le filet, pardon, les contacts de balle, le ballon qui traverse le filet, où il a le droit de passer, où il n'a pas le droit de passer. On verra les gestes officiels et après, diverses questions. Allez, c'est parti. Donc, généralité sur l'arbitrage. Alors, il faut savoir que le rôle de l'arbitre, c'est quand même de ne pas être un agent de police. Moins on voit l'arbitre et mieux c'est. D'accord? Il est là pour que le jeu se déroule correctement. Il n'est pas là pour chercher la petite bête pour embêter les équipes, mais il est là pour aider à ce que le match se passe le mieux possible. Donc, il doit s'adapter au jeu. On prendra comme exemple les contacts de balles. Si on est face à deux équipes débutantes, on ne jugera pas de la même manière les contacts de balles que si on a deux équipes qui ont un bon niveau de jeu, où forcément, plus on va monter dans les niveaux de jeu et plus on sera sévère sur les contacts de balles. Voilà. Donc, pour pouvoir aider les joueurs et ce que le jeu se passe correctement, eh bien, l'arbitre doit connaître les règles principales. Donc, on va en énumérer toute une partie ce soir. Les rotations et les positions, les fautes de filet, pénétration, les règles sur les contacts de balle, mordu au service, le temps de service qui est autorisé, etc. Donc ça, c'est les règles principales. On va voir toutes les règles principales sans rentrer en détail sur chaque règle, mais on verra tout ce qui nous intéresse pour qu'un match se déroule sans problème. Alors, avant toute chose, les hauteurs de filet, parce que ça porte souvent à discussion avant les matchs, surtout en loisir. Donc, quand la pratique est uniquement masculine, on parle bien évidemment chez les adultes, la hauteur de filet, c'est 2,43 m. Pardon. Alors, 2,43 m pour la hauteur masculine. Quand on pratique en mixte, donc ce qui est la logique au niveau du comité du Rhône, au niveau du loisir, où il est demandé à ce qu'il y ait une fille minimum par équipe, la hauteur, c'est 2,35 m. Si jamais les deux équipes n'ont aucune féminine, eh bien, on mettra le filet à 2,43 m. Et la pratique uniquement féminine, la hauteur, c'est 2,24 m. Pareil, si en loisir, ça peut arriver, on a deux équipes composées uniquement de féminines, et on pourra mettre le filet à 2,24 m. Donc, voici les hauteurs officielles. Pas de questions à ce niveau-là. Je pense que vous connaissiez, ou en tout cas, vous aviez une idée à peu près de la hauteur. Alors, on aborde un premier point qui sont les rotations en 6-6. Alors, cette première diapo nous présente l'ordre de rotation que vous connaissez et les numéros de poste. Vous allez me dire, oui, mais ça aussi on connaît. Peut-être que certains ne connaissent pas, donc c'est pour ça, et ça va enchaîner derrière sur les diapos suivantes.
sur les positions. Donc, l'ordre de rotation, elle est déterminée par la formation de départ de l'équipe. Donc, quand on commence le set, l'arbitre est censé contrôler la position de départ et cela détermine l'ordre de service. Donc, les postes sont nommés poste 1, poste 2, poste 3, poste 4, poste 5 et poste 6. Et en fait, c'est l'ordre du service. Vu qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le joueur qui est en 2 sera le deuxième joueur à arriver au poste de service. Ainsi de suite. Et le joueur en 6 sera le 6e joueur à arriver au poste de service. J'ai bien dit à arriver au poste de service et non pas à servir. Forcément, quand une équipe commence au service, l'autre équipe commence en réception. Et comme on doit tourner obligatoirement lorsque l'on récupère le service, le joueur qui était dans l'équipe en réception au départ du match et qui était en poste 1 ne sera pas le premier serveur, mais le 6e serveur, mais c'était bien le premier joueur au poste de service. J'ai mis les couleurs, tout simplement pour bien visualiser la rotation, qu'on voit que le joueur qui était en poste 1, le joueur vert, une fois que la rotation est faite, il va se retrouver en poste 6, et ainsi de suite, jusqu'à arriver en poste 1 à nouveau. Donc, lorsque l'équipe qui reçoit le service a gagné le droit de servir, ces joueurs effectuent une rotation en se déplaçant d'une position dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joueur en position 2 va à la position 1 pour servir, le joueur en 1 va en position 6, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions sur la rotation en 6-6 ? S'il n'y a pas de questions, on enchaîne. Donc, on va voir les positions en 6-6. Alors, quand je parle de position, c'est sur un terrain, qui doit être devant l'autre, qui doit être à la droite de qui, etc. Donc, les positions sont déterminées ligne par ligne. Donc là, on va considérer la ligne avant et la ligne arrière. Sur la ligne avant, le joueur qui est en poste 2, le but, c'est d'avoir un appui plus proche de la ligne située côté droit que le joueur en poste 3. Ceci, ça tient compte jusqu'à la frappe de service. Après, vous savez qu'on peut se placer où on veut sur un terrain de volley, mais on doit être dans la bonne position avant la frappe de service et jusqu'à la frappe de service. Donc, ce principe va fonctionner pour tous les postes. Le poste 2, on a dit, doit avoir un appui plus près de la ligne côté droit. Le poste 4, lui, doit avoir un appui plus près de la ligne située côté gauche. D'accord? Ce qui veut dire que le joueur en poste 3 doit être situé entre les deux autres. Mais ce qui est important de savoir, c'est avoir un appui plus proche de la ligne située de son côté. D'accord? Donc, deux joueurs sur la même ligne ne sont pas forcément en faute du moment qu'il y a un appui ou une partie de l'appui pour le joueur qui est plus proche de la ligne de côté. Donc ça, c'est vraiment pour déterminer les fautes de position. Je dis n'importe quoi, si le joueur qui est censé être en poste 4 se retrouve complètement de ce côté, à droite, eh bien forcément, il sera en faute au moment de la frappe de service. Et donc, ça sera une faute de position. Sur la ligne arrière... Pardon. Oui, je me permets de vous interrompre, mais du coup, on doit aussi peut-être dire que tous les joueurs doivent être sur le terrain au moment du service, parce que si le 4 est à la place du 2, on pourrait considérer que 2 et 3 peuvent se mettre à l'extérieur juste au moment du service, même si c'est idiot. Bien évidemment, oui, on ne peut pas siffler le service tant qu'il n'y a pas 6 joueurs sur le terrain. D'accord. Dans tous les cas. Et en effet, au moment de la frappe de service, les 6 joueurs doivent être à l'intérieur du terrain. En effet, on ne l'avait pas précisé. Donc, sur la ligne arrière, c'est exactement le même principe. Le joueur en poste 1 doit avoir un appui plus près de la ligne
à droite par rapport au joueur en poste 6. Et bien évidemment, le joueur poste 5 doit avoir un appui plus près de la ligne gauche que le joueur en poste 6. Donc ça, c'est la détermination ligne par ligne. Maintenant, on va avoir par colonne. Le joueur en poste 2, il doit avoir un appui plus proche de la ligne centrale que le joueur en poste 1. Donc le 2 doit toujours être devant le poste 1. Le joueur en poste 3 doit avoir un appui plus proche de la ligne centrale que le joueur en poste 6. Et le joueur en poste 4 doit avoir un appui plus proche de la ligne centrale que le joueur en poste 5. Ce qui veut dire que le joueur poste 4 peut très bien être derrière le joueur en poste 1, pas de problème. Okay. Le joueur en poste 5 peut être totalement à la droite du joueur en poste 2. Si le joueur en poste 2, lui, se décale, les 3 joueurs de la ligne avant se décalent tous ici, ici et ici, eh ben, les 3 joueurs de la ligne arrière peuvent tous se décaler ici, ici et ici. Pas de problème. Du moment que le 5 reste derrière le 4, le 6 derrière le 3 et le 1 derrière le 2, il n'y a pas de problème au niveau avant-arrière pour que le 5 il soit à la droite du 2. Est-ce que je suis clair là-dessus? Oui. Encore moi, pardon. Oui. Mais est-ce que, imaginons que le 4 est collé au fil, Oui. Est-ce que le 5 il peut être plus près du fil que le 2? Totalement. Mais ouais, d'accord. Il n'y a aucune interaction. Le 5 n'a strictement aucune interaction avec le 3, le 2. Il aura une interaction avec le 4 et le 6. D'accord. C'est tout. Okay. Donc, toujours regarder le joueur à côté et le joueur devant. Et après, les autres, il n'y a pas d'interaction. C'est idem. Le 6 peut être collé au filet juste derrière le 3 et devant les 4 autres joueurs. Pas de problème. D'accord. Une fois qu'on a compris ces deux situations, donc déterminées par ligne et par colonne, on est capable de voir si un joueur est en position conforme ou illicite. Ce qui est le plus compliqué dans nos championnats loisirs, c'est que toutes les équipes n'ont pas forcément de maillot avec des numéros. Et donc, parfois, il est difficile d'identifier quels joueurs sont à quel poste. Mais avec un coup d'œil, normalement, on doit s'en apercevoir. S'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner. Moi, j'ai une petite question. Oui. En fait, je l'avais écrit dans la conversation que je ne voulais pas t'interrompre. Je voulais savoir si on peut avoir un appui dehors. Genre, est-ce qu'au moment du service adverse, non. En position A, je peux avoir le pied droit à l'extérieur de la ligne? Non, il faut que le pied soit à minima sur la ligne. D'accord. Si le pied est entièrement à l'extérieur du terrain, c'est une faute. Après, ce qu'on disait au tout début, on n'est pas non plus des agents de police. On pourra éventuellement tolérer, signaler au joueur en lui disant « Attention, le point d'avant, tu avais un pied à l'extérieur du terrain, donc fais attention, la prochaine fois, je serai obligé de te siffler faute, parce que tu dois avoir les 2 appuis dans le terrain. » Voilà. Vaut mieux prévenir plutôt que de sanctionner tout de suite. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Et même au niveau pro, on a tendance à être dans la même pédagogie où on va plutôt constater une faute, si c'est une faute comme ça, avec une joueuse qui a le pied qui est à la limite, ou voilà, un passeur qui veut rentrer un petit peu trop vite et donc qui est à la limite de la faute de position, on va avoir tendance à plutôt lui faire un petit signe en lui disant ralentis un petit peu et ton départ, ou au temps mort à prévenir l'entraîneur ou le joueur en question en disant attention, tu as tendance à te mettre en faute de position. Mais voilà, vaut mieux être pédagogue et prévenir. Alors c'est sûr, si le joueur 4 et le joueur 3, enfin on va prendre le 5 et le 6 là, se placent en inversé sur la position en réception, là,
on ne va pas être tolérant parce que clairement, ils sont en faute. Un joueur qui va avoir un pied à moitié dehors, voilà, à la limite de la faute, ou alors un passeur qui va, parce qu'on joue avec un passeur pénétrant, va rentrer un peu trop vite, là, on peut avoir de la tolérance. Est-ce que ça répond? Petite question complémentaire, que ce soit pour la faute de pied à l'extérieur du terrain, que ce soit si on est sur l'équipe qui reçoit ou l'équipe qui sert. Oui, bah, sauf le serveur qui, lui, doit être entièrement à l'extérieur, forcément. Mais sinon, oui, les règles sont les mêmes pour les deux. Et une équipe qui est au service doit respecter ses positions. Donc, même s'ils sont au service, ils doivent être en positionnement comme ils sont et ensuite, à la frappe de service, tourner. OK. Voilà. Allez, on va enchaîner. Donc, on va parler des fautes de filet. Donc, il faut se dire que toucher le filet est une faute. Il y a quelques années, on a eu que les fautes de filet sur la bande blanche. C'était un test de la Fédération internationale. Ça a été adapté en France. Aujourd'hui, il y a eu volte-face. Le filet est redevenu faute. D'accord? Qu'on touche la dernière maille en bas du filet ou le haut du filet avec la bande blanche. Donc, si le filet est touché à n'importe quel endroit entre les deux antennes, les deux mires, alors il y a faute de filet. La seule exception qu'on va pouvoir faire par rapport à ces fautes de filet, c'est si le joueur n'est pas dans l'action de jeu. Alors, dans ce cas, il n'y aura pas faute. Je vais expliquer ça. Donc, le joueur qui est en poste 2 se prend les pieds dans le tapis, trébuche et vient toucher le filet, alors qu'on a son coéquipier qui est en train de faire une réception de l'autre côté du terrain, forcément, il n'est pas en train de faire une action de jeu, il n'est pas concerné par le ballon, il n'est pas à proximité du ballon, et donc il n'y aura pas de faute. Il en va de même, un joueur, on ne sait trop pour quelle raison, qui glisse et qui vient toucher le filet en poste 2, alors que l'attaque se fait à l'autre bout du filet, à 9 mètres plus loin, en poste 4, eh bien, il n'y aura pas faute. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un joueur qui n'est pas du tout concerné par l'action et qui n'est pas proche du ballon ne fera pas de faute. J'ai une question. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Oui, c'est moi. J'ai une question. Vous m'entendez? Oui. Du coup, par exemple, s'il y a le 3 qui va au contre, le 4 il va au contre, je ne dis pas qu'ils sont côte à côte, mais ils sont chacun, enfin le 3 vraiment au milieu, le 4 complètement sur le côté, parce qu'on ne sait pas si du coup le smash en face va être, voilà, où est-ce qu'il va être. Le smash se fait par exemple au 4, et le 3 en redescendant, il touche le filet. Est-ce qu'on considère qu'il est dans l'action? Là, il aura fait une action de jeu, clairement. Parce qu'il aura fait une action de contre, auquel le ballon n'est pas venu sur son poste, mais il sera intervenu pour faire une action de contre. Voilà. Donc là, on va le considérer dans l'action de jeu, parce qu'il y a un moment où le ballon était devant lui, au moment où il est venu faire son contre. Ou alors, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il ait sauté s'il n'y avait pas de ballon en face de lui. Voilà. Donc, oui, si par exemple, il est venu pour essayer de bloquer une attaque au centre, mais que le passeur envoie le ballon en 4, à ce moment-là, oui, parce qu'au moment où il a sauté, le ballon était à proximité de lui, donc il fait une action de jeu. Là, on va vraiment retenir, pour nous, pour ce qui nous concerne, en loisir, et puis, oui, en loisir, c'est vraiment un joueur qui fait totalement autre chose que d'essayer de jouer le ballon. C'est vraiment deux joueurs qui se percutent. Deux joueurs qui se percutent parce qu'ils essayaient de se déplacer. Il y en a un qui prend le coup d'épaule et qui finit dans le filet. Voilà, s'il n'était pas, lui, en train de jouer la balle, il n'y aura pas de faute. Voilà. Il faut retenir, c'est vraiment hors de l'action du jeu.
il fait totalement autre chose. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le filet? Alors, il faut dire quand même que même dans le déplacement, on peut faire une faute de filet. Si je me déplace pour aller à la balle, eh ben, du moment que je commence mon déplacement, je suis en train de faire une action de jeu. Parce que je fais l'action d'aller en direction du ballon. D'accord? C'est pour ça que dans l'exemple, j'ai pris le joueur en 2 trébuche, alors qu'il y a un joueur qui fait une réception. Et dans ce cas, lui, il n'est pas considéré comme fautif. OK. Allez, les pénétrations sous le filet. Donc là, on va avoir pas mal de diapos, une diapo par type de pénétration. Ce qu'il faut se dire comme règle, et souvent, c'est là qu'on voit beaucoup d'erreurs, c'est qu'il est permis de pénétrer sous le filet avec n'importe quelle partie du corps, à l'exception du pied. La seule condition, c'est de ne pas gêner le jeu de l'adversaire. Ne pas gêner le jeu de l'adversaire, c'est pour n'importe quelle partie du corps. Par contre, du moment qu'on va passer le pied entièrement de l'autre côté de la ligne centrale, eh bien, il y aura faute. Et je dis bien passer le pied entièrement de l'autre côté de la ligne. Si le pied passe entièrement, alors il y a faute. Si je touche mon adversaire, mais que le pied n'est pas entièrement de l'autre côté, il a un contact avec la ligne centrale, alors il n'y a pas faute. Pourquoi? Parce que la ligne centrale appartient aux deux camps. Et donc, si je touche cette ligne, je suis encore considéré dans mon camp. Alors, certes, on peut dire que c'est dangereux parce qu'il y a un contact avec l'adversaire, mais la règle est claire. Tant que j'ai une partie de mon pied sur la ligne centrale, eh bien, je n'ai pas de faute. C'est exactement la règle, c'est contact avec la ligne centrale ou alors au-dessus de la ligne centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai la pointe de mon pied qui est dans le camp adverse, mais que mon talon reste au-dessus de la ligne centrale, à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas faute. D'accord? Parce que c'est le pied ou la projection de mon pied au-dessus de la ligne. Donc, il faut bien voir le pied entièrement de l'autre côté. Si je pose la main en face et que je ne gêne pas mon adversaire, donc je pose la main en face, je n'ai pas de contact avec mon adversaire et je ne gêne pas, ça voudrait dire quoi? Je ne gêne pas, ça veut dire, allez, admettons, je m'écroule en face, je laisse de la transpiration par terre et donc le sol devient glissant. Forcément, c'est dans les 3 mètres adverses, c'est l'endroit où il peut y avoir de l'attaque. Eh bien, si je laisse de la transpiration dans le camp adverse, à ce moment-là, il y aura faute parce que je vais gêner le jeu adverse. J'empêcherai le passeur d'aller au ballon, j'empêcherai l'attaquant d'attaquer dans de bonnes conditions, donc il y a faute. Si je m'écroule dans le camp adverse et que je me retrouve sur le chemin d'un joueur qui veut aller au ballon, eh bien forcément, je gêne sa course, donc faute aussi. Par contre, si je m'écroule allez, de mon côté, côté poste 4, je m'écroule en face et que le ballon, il est parti au fond du terrain, poste 6, à ce moment-là, si je ne laisse pas de transpiration au sol et que je me relève, eh bien, il n'y aura pas faute parce que je n'ai pas gêné le jeu de l'adversaire vu que le ballon, il est à l'autre bout du terrain. On va voir quelques petites diapos par rapport à ça. Et pardon, je peux revenir par n'importe quel côté du terrain ou il faut que je revienne par dessous le filet à ce moment-là? Alors, quand je dis je m'écroule, ça veut dire que j'ai mes pieds encore dans mon camp. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que forcément, si je reviens par le camp de mon adversaire, je vais mettre le pied dans le terrain adverse et là, il y aura faute. Ok. Donc, première petite image. Pas de faute de pénétration, pardon. Pourquoi? Parce qu'on voit que le talon du joueur est encore en contact avec la ligne centrale, bien que le pied soit quasiment
entièrement de l'autre côté. D'accord? On ne voit pas d'espace entre la ligne et le talon. Donc là, pas de faute. Même si sous le pied du joueur, il y a le pied de l'adversaire. Pas faute. Donc ça, c'est la première situation. Deuxième situation, c'est plus clair, le pied est entièrement sur la ligne, là. Donc, on l'a dit, pas de faute. Cette fois-ci, le pied est entièrement, on voit un espace blanc entre la ligne et le pied du joueur, donc on a une faute. Ici, on a la main qui est en contact avec la ligne. Donc là, forcément, si ma main est en contact avec la ligne, même si je touche mon adversaire, il n'y a pas faute. Parce que c'est comme le pied, je suis encore considéré dans mon camp. Si la main était de l'autre côté, du moment que je ne gêne pas le jeu, il n'y aurait pas de faute. C'est cette diapo. Ma main est en face. Du moment que je ne gêne pas l'adversaire, pas de faute. Alors là, le joueur est situé de l'autre côté du filet. Il est dans son camp de l'autre côté. Il a son pied gauche sur la ligne centrale, donc pas de faute, et son pied droit est à l'extérieur du terrain. Donc, l'extérieur du terrain étant une zone libre, appartenant aux deux camps, pas de problème, il a le droit. Là, il est toujours de l'autre côté, il a un pied sur la ligne centrale et un pied sur sa ligne de côté, donc pas de faute non plus. Le joueur, là, est à l'extérieur du terrain, et donc ce joueur, il peut être de l'un ou l'autre des camps, du moment qu'il est à l'extérieur du terrain, il peut aller où il veut. De son côté du filet, de l'autre côté, du moment qu'il ne touche pas le terrain adverse avec le pied. Là, le joueur, c'est le joueur, on voit sa tête qui est de notre côté. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il vient mettre le pied sur la ligne de côté de l'équipe adverse. Donc forcément, il n'a plus de point de contact au niveau de ce pied avec son propre camp. Et il ne touche que le camp adverse, et donc ça, c'est une faute. Là, il y a une faute de pénétration. Son pied droit est correctement placé, il est sur la ligne centrale. Par contre, le pied gauche, lui, est en faute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. J'aurais juste une petite question. Oui. Vous disiez que donc, si moi j'ai mon talon qui est sur la ligne centrale, mais que je touche quand même l'adversaire, il n'y a pas faute. Non. Si un attaquant le fait plusieurs fois et qu'on estime que même que ça devient dangereux, potentiellement blessure, est-ce qu'on a un moyen d'agir ou de dire quelque chose, faire quelque chose au joueur? On va lui dire de faire attention, parce qu'à la fois, il risque de blesser son adversaire et de se blesser lui-même, mais on ne peut rien dire de plus parce qu'il n'est pas en faute, tout simplement, même s'il le fait 25 fois dans le match. Et ça arrive, mais sur un match, tu n'imagines pas le nombre de fois que ça arrive. Donc, oui, ça paraît dangereux, mais on est bien obligé de déterminer une règle à ce niveau-là. Et comme les 9 mètres de son propre camp sont pris de l'extérieur de la ligne au fond de terrain jusqu'à la moitié de la ligne centrale, t'imagines bien qu'on ne pourrait pas tracer un petit trait au milieu de la ligne centrale pour dire « Ah, tu viens de passer la ligne. » Non, mais c'était pour savoir si justement si on estimait que le geste était, on peut prévenir le joueur en lui disant « Fais attention, tu risques de te blesser et de blesser l'adversaire. Donc, vas-y mollo. » Voilà, mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Et ça veut dire que l'arbitre, il doit être attentif en bas du filet
quand il y a une attaque et tout de suite relever le regard pour le haut du filet, pour les fautes de fil éventuellement, et en bas du filet quand les gars ils atterrissent, quoi. Ou les gars ou les filles, hein, pardon. Alors, la plupart du temps, et voire 99,9% des cas, il va falloir d'abord regarder le filet, parce que le joueur, il ne prendra jamais son appel de l'autre côté du filet pour ensuite retomber dans son propre camp. Il fera une pénétration plutôt à la retombée de son attaque et pas avant son attaque. Si ce n'est, sauf s'il a fait une course, mais auquel cas il n'y aura pas d'attaque à ce moment-là. Donc, on regarde d'abord le filet et ensuite le regard descend sous le filet. C'est pour ça qu'en temps normal, on arbitre à deux, avec un arbitre qui va contrôler le jeu en général et un arbitre qui va contrôler essentiellement le filet et les fautes de pénétration sous le filet. Parce que regarder l'intégralité des fautes, c'est compliqué. Et encore plus quand on a peu d'expérience à ce niveau-là. Mais en effet, si tu es tout seul, ben, il va falloir que tu regardes à la fois l'attaquant, vérifier que le contact de balle soit le bon, le filet, à la fois côté attaquant, côté du contreur, les fautes de pénétration à la fois, côté comment Défense. pardon, je suis en train d'avancer les slides. À la fois côté attaque et côté bloc, pardon. Donc oui, il y a beaucoup de choses à voir. C'est pour ça que même si on est en loisir, si on est deux, parce qu'il y a souvent plus de remplaçants qu'un seul, eh ben, il est bien quand même de mettre deux personnes et pas juste une personne qui est là pour compter les points et une pour arbitrer. Mais si on est deux, c'est quand même un peu plus de confort. Ok. Voilà. Petite question, tout Oui. à l'heure, vous avez indiqué les fautes de filet entre les mires. Oui. Mais il y a quand même quelques carreaux entre la mire et le poteau. C'est Qu'est-ce pas qui de se faute. passe? Tout ce qui se passe entre l'antenne et le poteau, Ouais. pas de problème. Donc là, on a le droit de toucher. s'agripper. Enfin, s'agripper. Oui, on a le droit de s'agripper. Si on veut s'agripper, il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit, je ne l'ai pas précisé, mais en plus du filet, on n'a pas le droit de toucher l'antenne. On n'a pas le droit de toucher la mire non plus. C'est considéré comme le filet. Par contre, tout ce qui se passe à l'extérieur, voilà, un joueur qui se rattrape dans le câble ici pour éviter de tomber, un joueur qui tape dans le poteau, il n'y a pas de faute. Voilà. La règle, c'est vraiment entre les deux antennes. Mais on ne peut pas céder non plus du poteau et du câble pour sauter plus haut, par contre. Ah non, non. Alors, on ne va pas aborder cette règle, mais ça s'appelle une touche assistée et forcément, c'est interdit. Comme de prendre appel sur un coéquipier pour sauter plus haut, ouais. C'est interdit. Par contre, se rattraper avec le poteau, il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit, en fait, de céder d'un objet extérieur ou d'un partenaire pour jouer un ballon, tout simplement. Mais après, on peut se rattraper, j'allais dire se rattraper aux branches, mais c'est un peu ça, quoi. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On peut toucher tout ce qui se passe entre l'antenne et le poteau, sans problème. Oui. J'ai une question sur la pénétration. On se match, le ballon retombe avant qu'on pénètre. Est-ce que c'est une faute quand même ou puisque c'est dans l'action? On va dans l'ordre des fautes. Donc, si le ballon touche par terre avant que je passe de l'autre côté, eh bien, c'est le ballon au sol qui va compter. D'accord? Tout comme pour une faute de filet, si le ballon est hors jeu parce qu'il a touché par terre, parce qu'il a touché un objet avant que je touche le filet, eh bien, c'est le ballon hors jeu qui va compter. D'accord? C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ça va dans ce ordre. C'est à chaque fois la première faute ou la première interruption qui doit avoir lieu. Ça peut être aussi un joueur qui touche le filet
Et juste après qu'un joueur ait touché le filet, il y a un autre joueur qui pénètre sous le filet. Bah, qu'est-ce qui va compter? C'est la faute de filet parce que le joueur a touché en premier. D'accord? Il faut toujours donner un ordre. Si on n'est pas capable de donner un ordre, eh bien, à ce moment-là, on va rejouer le point parce que ça sera une double faute. Voilà. Si deux joueurs touchent le filet en même temps, un de chaque équipe, eh bien, on ne peut pas donner si on n'est pas capable de donner un ordre sur qui touche d'abord, ça va être une balle à remettre pour double faute. S'il y a une pénétration, une faute de filet, bah, ça va être, et qu'on n'est pas capable de juger qui fait en premier, bah, ça va être double faute. Un ballon qui tombe au sol et un joueur qui pénètre, et clairement, on n'est pas capable de déterminer, bah, c'est pareil, ça va être double faute à remettre. Et là, on va l'expliquer. On va dire, bah, écoutez, le ballon est au sol, sauf qu'il y a une pénétration au même moment. Et donc, on ne va pas donner un point à chaque équipe pour cette action. Donc, on va rejouer l'action. Est-ce que j'ai été clair? Oui, merci. Allez. Par contre, oui. Vous disiez que si on touchait le filet en dehors des mires, il n'y a pas faute. Mais par contre, si jamais en touchant le filet en dehors des mires, ça diminue, ça permet au filet d'être plus bas, alors qu'il y a une action, il y a quand même... Oui, alors forcément, s'il y a un joueur qui baisse le filet en dehors des antennes et qui permet à son partenaire d'avoir un avantage pour jouer son ballon, forcément, c'est une faute, et c'est même une faute d'anti-jeu, qui normalement est sanctionnée par un carton. Je pensais même juste s'il se rattrapait en fait en dehors des mires, ça reste quand même une faute si le filet est descendu. Oui, oui. Si le filet est descendu de ce fait-là et qui procure un avantage, en effet, ça sera une faute. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. J'arbitre depuis au moins 15-16 ans et je n'ai jamais vu ce cas. Donc, si ça arrive, c'est la faute à pas de chance, ou alors c'est un joueur qui a voulu tricher. Parce que normalement, le joueur qui vient qui se rattrape dans cette partie-là, c'est un joueur qui vient de jouer le ballon. Et donc, un joueur qui vient de jouer le ballon au filet. Donc, ça m'étonnerait qu'au moment où il se rattrape, il y ait un joueur de sa propre équipe qui vienne également jouer le ballon au filet. C'est des situations qui paraissent peu probables. Par contre, un joueur qui vient, qui tire le filet, qui tire le câble là à l'extérieur pour baisser le filet, à ce moment-là, oui, il peut y avoir de l'anti-jeu, mais c'est tout. Okay. Allez, on passe à la diapo suivante. Donc là, eh bien, le joueur est complètement étalé de l'autre côté, mais il a les pieds dans son propre camp. Donc là, il faut être vigilant au fait qu'il ne gêne pas le jeu, au fait qu'il ne laisse pas de transpiration en face, et au fait que quand il va se relever, eh ben, à ce moment-là, il ne passe pas un pied totalement au sol de l'autre côté. D'accord? Donc ça, c'est aussi important. Ce que je n'ai pas précisé, c'est un joueur peut très bien être emporté dans son élan et avoir ses deux pieds de son côté, faire un saut là, en diagonale, au-dessus du terrain adverse. Mais du moment qu'il ne pose pas son pied dans le camp adverse et qu'il vient poser ses pieds à l'extérieur, eh bien, il n'y a pas faute. On en a fini là, avec les pénétrations sous le filet. Est-ce que quelqu'un a des questions encore sur ce point? C'est souvent des moments de conflit. Hein. Vous l'avez vécu. Hein. Ah oui, mais il m'a touché, il y a faute. Non, c'est pour ça d'ailleurs qu'on met en place cette information pour justement clarifier un peu tous ces points. En fait, il faudrait que tous les joueurs, absolument tous les joueurs, soient au courant de tout ça, parce que
Il y a de la mauvaise foi aussi après. Il y a de la mauvaise foi. Mais l'avantage, c'est que la vidéo, je pense que... Alors, je ne sais pas si on pourra la mettre sur le site du comité, mais en tout cas, il y aura le diaporama, ça c'est sûr. Si on est en capacité de mettre la vidéo, on mettra la vidéo, et ce qui permettra à tout joueur qui n'est pas présent ce soir de jeter un petit coup d'œil sur des points qui l'intéresseraient. Donc, n'hésitez pas dans vos équipes à passer le mot par rapport à ça. Et puis, on a quand même pas mal de clubs représentés, donc portez la bonne parole au sein de vos clubs en expliquant un petit peu tout ce qu'on a vu par rapport à ça. Allez, on passe à la diapo suivante. Donc, les contacts de balle. Alors, ça, c'est un beau contact de balle, bien raté, mais qui n'est pas fautif. On a le droit de se prendre un ballon en pleine poire, et pourtant, le joueur a probablement touché le ballon avec ses mains avant. Et on va voir que c'est autorisé. Donc, dans les contacts, mon équipe ne peut toucher que 3 fois le ballon, sauf si la première touche est un contre. Parce que le contre ne compte pas comme une touche de balle, ce qui veut dire que moi, joueur, si j'ai touché le ballon au contre, j'ai même le droit de rejouer le ballon derrière et donc de jouer 2 fois de suite la balle. Et mon équipe, si j'ai touché la balle au contre, peut faire 3 contacts de balle. Un même joueur ne peut pas toucher 2 fois de suite le ballon, donc sauf si le premier contact est un contre, et sauf si lors d'une première touche d'équipe, donc c'est lorsque le ballon arrive du camp adverse, je touche la balle 2 fois de suite de manière involontaire et au cours d'une même action de jeu. Alors une même action de jeu, ça veut dire quoi? C'est exactement le cas du petit bonhomme là. Il a essayé de toucher la balle avec ses mains. Le ballon lui glisse entre les doigts et paf, ça lui arrive dans la tête. Volontairement, il n'a pas fait 2 actions de jeu. 2 actions de jeu, ça aurait voulu dire il a relevé le ballon une première fois avec les mains et ensuite il a fait une action avec sa tête pour aller jouer le ballon. Je prends un autre exemple, ça pourrait être le ballon m'arrive en manchette et au moment où je fais ma manchette, paf, le ballon vient ensuite me rebondir sur le torse. Eh bien, si le ballon vient me rebondir sur le torse après ma manchette, si moi, joueur, je n'ai pas fait 2 actions qui est la première, jouer une manchette, et la deuxième, essayer de jouer le ballon avec mon torse, mais si c'est fait de manière involontaire, les 2 contacts, à ce moment-là, c'est autorisé. Et on précise Seulement bien, première touche. Uniquement pour la première touche, donc à chaque fois que le ballon arrive dans mon camp. Si c'est la deuxième, si c'est la troisième, c'est interdit. Par contre, sur la première, c'est autorisé. On va tout de suite enlever une idée reçue du volleyball. Alors, mon contact doit être bref et frappé, donc je n'ai pas le droit d'accompagner le ballon. On voit souvent des attaques où le ballon reste longtemps dans la main, des passes qui descendent sous le menton, qui remontent et qui sont jouées de cette manière. Eh bien, tout ça, ce n'est pas autorisé, bien évidemment. Et surtout, sur la première touche d'équipe, cette fameuse première touche, là, quand le ballon arrive du camp adverse, je n'ai pas le droit de coller le ballon, donc d'avoir un contact prolongé avec la balle. Souvent, on entend « Ah oui, mais c'est la première touche, j'ai le droit de coller la balle. » Non, c'est interdit. Le contact doit rester un contact bref et non accompagné. On a le droit de doubler la balle, c'est le cas qu'on a dit au-dessus, de manière involontaire, mais en aucun cas, on a le droit de coller la balle. Et ça, on l'entend énormément, et à tous les niveaux, même pas qu'en loisir. Hier soir, j'étais sur un match de pro, j'ai un joueur qui m'a sorti cette situation. Oui, mais c'est la première touche, j'ai le droit de le faire. Non, on n'a pas le droit. Donc, ça, prêchez la bonne parole autour de vous.
C'est interdit, ça n'a jamais été autorisé et ça ne le sera jamais. Enfin, je ne veux pas m'avancer, mais ça ne devrait pas être autorisé. Donc voilà sur les touches de balle. C'est au volley ce qu'il y a de plus difficile à arbitrer, les touches de balle. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la seule situation où on est dans l'appréciation de l'arbitre. C'est à l'arbitre de décider à quel niveau il va mettre son curseur de tolérance par rapport au contact de balle. C'est ce que j'ai dit au tout début dans les généralités. À l'arbitre de s'adapter au niveau. On ne peut pas tout autoriser, parce que sinon on ne fait plus du volley, on fait du basket ou du handball. Mais on ne peut pas non plus être trop sévère, parce que si on est trop sévère, eh ben, il n'y a plus de jeu. Donc ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Donc il faut arriver à trouver une jauge. En gros, moi, ce que je fais, je me dis, est-ce que ça, en tant que joueur, je m'autoriserais à le faire? Si je vois un contact qui n'est pas très beau, c'est à ce moment-là qu'il faut dire, bon, est-ce que celui-là, je m'autoriserais à le faire? Si je me dis non, pour moi, je le garde trop dans les mains, et bien dans ce cas, c'est votre décision de dire non, celle-là, elle est trop accompagnée, elle est trop. Voilà. Donc, les contacts de balle, ça reste du subjectif. À vous de réussir à mettre un curseur. Après, avec ces règles, on n'a pas le droit de toucher 2 fois le ballon, sauf sur le premier contact. Ça doit être un contact bref et frappé. Alors, frapper, ça veut dire que la balle vient et repart. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être obligatoirement tapée, parce qu'une passe, elle n'est pas tapée, elle est légèrement accompagnée. Mes mains suivent le ballon. On ne peut pas dire que ça soit une frappe, mais voilà, il ne faut pas que le ballon reste en contact avec les mains de manière prolongée. Est-ce que vous avez des questions sur les contacts de balle? Oui, j'aurais une question. Du coup, juste pour ma culture, cette histoire de je peux toucher 2 fois la balle involontairement seulement si c'est une première touche, ça date de quand? C'est récent ou c'est ce que j'avais jamais entendu ça. Donc, ok. Alors, si tu sais, hein. Je fais du volley depuis l'an 2000. Ah. Et j'ai toujours entendu cette règle. Après, Michel, qui est plus ancienne dans le monde du volley, est-ce que tu es en capacité de nous éclairer? Non, je ne me rappelle plus. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu des discussions sur ces doublés, etc. Mais ça doit être lié à un moment donné, le service qui devait être trop fort, et on a essayé de trouver des solutions pour réaménager. Comme toujours, les règlements, ils sont toujours, enfin, moi, on m'a appris comme ça en tous les cas, que les règlements, ils évoluent en fonction du rapport de force, c'est-à-dire qu'on redonne du pouvoir soit à l'attaquant, soit au réceptionneur, soit au défenseur. Donc, je suppose que c'est ça, mais je ne saurais pas le dater. Hein. Pareil. D'accord. Ok, merci. Désolé. Pour culture, ok, merci. Voilà, au moins depuis l'an 2000. Ok. Voilà. J'aurais également une petite question sur le sujet. Oui. Il m'a semblé avoir lu dans les règles que sur cette première touche, donc de manière involontaire et au cours d'une action de jeu, si les 2 touches étaient effectuées par 2 joueurs différents, donc notamment sur une défense par exemple, c'était pas une faute non plus, ça comptait que comme une touche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'ai mal interprété? Alors non, si 2 joueurs touchent la balle ensemble, ça comptera 2 touches de balle. Par contre, que ça soit le premier, deuxième, troisième contact, si 2 joueurs touchent le ballon en même temps, on comptera 2 touches de balle. Par contre, peut-être là où il y a eu une erreur d'interprétation, c'est si 2 joueurs se percutent en jouant le ballon, alors il n'y a pas faute. C'est-à-dire que 2 joueurs qui viennent
qui se rentrent dedans, il y a un seul joueur qui joue le ballon, on comptera une touche de balle et la balle est légale. Après, voilà, 2 joueurs qui jouent le ballon et qui touchent la balle en même temps, ben, ça sera 2 touches de balle. Après, c'est légal, mais il ne restera plus qu'une touche derrière. Et pour Une préciser, réception qui est foirée et qui arrive sur la tête d'un autre, c'est 2 touches. Oui. Même si les 2 sont à côté. Oui. Ok. Et pour préciser, dans le cas du contre, si les 2 contrats touchent simultanément le ballon, c'est aussi un contre plus une touche ou c'est juste un contre? Non, c'est un contre. Ok, merci. En fait, est considéré comme contre toutes les actions qui sont proches du filet, d'intercepter le ballon qui vient du camp adverse, et du moment où le joueur a une partie du corps située au-dessus du filet. Ce qui veut dire même, on élargit un peu le champ de vision, mais j'ai les mains au-dessus du filet, il y a un joueur qui plante énormément le ballon, et je ne touche même pas le ballon avec mes bras, je le touche avec le ventre. Le ventre qui est, lui, situé sous le filet. Du moment que je suis situé proche du filet et que j'étais en train d'effectuer un contre, le fait de toucher avec le ventre, ça sera considéré comme un contre et non pas comme une première touche d'équipe. Par contre, si je touche la balle de manière à contrer le ballon et que derrière, j'effectue une deuxième action alors que j'ai encore une partie du corps située au-dessus du filet, je dis n'importe quoi, j'essaye de jouer avec mon genou. Là, ce n'est plus une action de contre, c'est l'action de relever le ballon avec mon genou. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est difficile en visio de faire des exemples comme ça. Mais voilà, en tout cas, quand on est au contre, on peut toucher 3, 4, 5 fois la balle. La balle peut rebondir entre mes mains. Du moment que je suis en action de contre, ça sera que la touche de contre. Et si on est 2 à toucher la balle, ça nous rebondit dessus aléatoirement. Eh bien, ça sera toujours l'action de contre. Il n'y a pas de notion de nombre de touches de balle au contre. Et dans le cadre de la touche, enfin, quand il touche 2 fois de manière involontaire sur la première balle, ça compte une touche ou 2? Une seule. D'accord, donc c'est comme le contre alors. Voilà. D'accord. Après, ça arrive régulièrement, je pense que vous en avez déjà vu. Hein. Alors souvent, on se dit « Ah super, l'arbitre n'a pas vu », mais en fait, il a peut-être vu, mais en fait, c'est autorisé. Donc voilà, ce qui arrive le plus souvent, c'est de faire une manchette et ça nous rebondit sur le torse ou sur la tête. Alors, il y en a plein qui disent « Ah, il a fait faute, il a touché 2 fois la balle ». Donc voilà, il faut savoir que c'est autorisé. Et sur cette première touche d'équipe, c'est la seule chose d'autorisé, toucher 2 fois de suite la balle, mais interdiction de coller le ballon. Alors là, on pourrait se dire sur cette photo que j'ai mis en illustration que le ballon lui reste longtemps dans le nez et que ça pourrait être collé. Bon, on a un peu de tolérance quand même parce que c'est vraiment fait de manière involontaire et c'est l'écrasement du ballon plutôt que sa volonté de garder le ballon dans le nez. Est-ce qu'on a d'autres questions sur les contacts? Non. Sur les contacts de balles, pardon. Oui. Petite question, on parle des pieds, ok. Là, le pied, c'est pas très autorisé. Le genou, quelles sont les parties du corps qui finalement sont complètement pas autorisées ou pas? Bonne question. Au volleyball, on peut jouer avec toutes les parties du corps. Ouais. Les pieds, la tête, les fesses, le nez, le front, les mains. Alors, c'est mieux de jouer avec les mains, mais on peut jouer avec toutes les parties du corps. Il n'y a pas d'histoire que le pied doit rester en contact avec le sol pour jouer. Non, on peut jouer de la manière que l'on veut, à l'exception du service, où on est obligé de frapper avec la main ou le bras. D'accord. Voilà. Mais sinon, dans le jeu, on peut faire ce que l'on veut. Si on a une équipe qui a envie de jouer qu'avec ses pieds, elle joue qu'avec ses pieds. Et elle n'en sera pas interdite. Après, si on a décidé de faire cette activité avec les mains, c'est que forcément, c'est plus facile de jouer avec ses mains plutôt qu'avec ses pieds ou avec sa tête. D'accord. Mais voilà. Souvent, c'est dans le monde scolaire qu'on interdit d'utiliser ses pieds. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien
que si on autorise à utiliser les pieds, le cours de volley se transforme en match de foot. Donc c'est pour ça qu'on l'interdit. Contrairement au handball ou au basket, où en effet toucher avec le pied est interdit, nous, c'est totalement autorisé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez les matchs internationaux à la télé, mais c'est une des spécialités de nos joueurs de l'équipe de France qui aiment bien faire des points spectaculaires en sauvant des ballons improbables avec le pied ou autre. Et Erwin Ndiapet est un bon spécialiste à ce niveau-là. Allez, dernière diapo plutôt réglementaire, c'est les endroits où le ballon a le droit de passer et pas le droit de passer pour aller dans le camp adverse. Donc deux parties. Une partie en haut, c'est le filet vu de face, et une partie en bas qu'on verra juste après, qui est le filet vu d'au-dessus, avec les poteaux ici et les antennes, les mires qui sont là. Donc, si j'envoie le ballon en direction du camp adverse, il doit passer entre les deux mires. D'accord? Ça correspond aux ballons vert foncé qui sont là. Ça, c'est des ballons corrects parce qu'ils vont en direction du camp adverse, passer entre les deux antennes. Ensuite, tous les ballons en rouge sont des ballons qui sont fautes. D'accord? Du moment qu'un ballon va toucher soit une antenne, soit un élément extérieur, donc là, le poteau, le câble en haut, le filet à l'extérieur des antennes ou le câble situé en bas pour accrocher le filet, tout ça, c'est des ballons qui sont fautes immédiatement au contact. Ensuite, un ballon, s'il passe sous le filet, du moment qu'il a franchi intégralement de l'autre côté, c'est une faute. Pareil à l'extérieur. Par contre, ces ballons en vert clair sont des ballons qui sont déclarés comme jouables. Je m'explique. Un ballon de mon équipe qui est réceptionné, qui part dans le filet et qui revient, j'ai le droit de le jouer s'il reste des touches de balle. Un ballon que je réceptionne et qui part en direction de l'extérieur du terrain, donc là, on voit bien que ces ballons passent à l'extérieur des antennes, c'est des ballons qui sont jouables. Et c'est là qu'on va descendre sur la deuxième partie. Donc, un ballon qui va aller à l'extérieur, il faut bien qu'il passe à l'extérieur de l'antenne, pas du poteau, mais de l'antenne. S'il passe, on a le droit d'aller le jouer et de le récupérer, ce ballon, du moment qu'il nous reste des touches d'équipe. Par contre, pour pouvoir être joué, le ballon doit revenir également à l'extérieur des antennes. C'est le cas A. Le ballon part à l'extérieur de l'antenne, il a le droit d'être joué, et le ballon revient à l'extérieur de l'antenne. À ce moment-là, il reste une touche pour renvoyer en face. Donc ce ballon qui part, forcément, il ne peut être joué qu'à la première touche, parce que sinon, à moins d'être magicien pour faire contourner le ballon de l'autre côté de l'antenne, c'est impossible. Donc première touche, le ballon part, deuxième, le ballon revient, et troisième, on peut renvoyer le ballon en face. D'accord? Pardon. Maintenant, le deuxième cas, le B, le ballon passe bien à l'extérieur de l'antenne, mais par contre, le joueur qui ramène le ballon, il le ramène entre les deux antennes. À ce moment-là, le ballon est faute, et donc out. Il faut bien vous dire qu'un ballon qui partirait à l'extérieur en passant entre les antennes, s'il est ramené, c'est immédiatement out. Parce que souvent, on voit un ballon qui part à l'autre bout du gymnase et qui passe par là, et on voit des joueurs là qui courent pour essayer de le ramener, sauf qu'en fait, ça ne servait à rien de courir, parce que le ballon étant passé entre les antennes, c'est un ballon qui est non jouable. On n'a pas le droit de le récupérer? Non. Du moment qu'il est passé entre les antennes, on n'a pas le droit de le récupérer. Obligatoirement qu'il passe à l'extérieur des antennes pour le récupérer. Okay. Donc ça, c'est pareil. J'ai voulu rajouter ce diapo parce que il y a beaucoup de personnes qui
pense avoir le droit de jouer le ballon, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ça passe à l'extérieur, on peut, ça passe à l'intérieur, on ne peut pas. Des questions à ce niveau-là? Le cas de ce ballon qui passe au-dessus de l'antenne, c'est un ballon jouable. D'accord? S'il passe entièrement à l'intérieur, faute, mais au-dessus de l'antenne, c'est bon. Par contre, si le ballon touche l'antenne, c'est faute. Alors, vous avez 2 diapos, là, sur les gestes d'arbitrage. Alors, bon, l'idée, c'est de connaître les gestes principaux, d'accord? Il y a des gestes qui ne servent pas là-dessus. Il y a des choses qu'on n'a pas abordées. Mais voilà, au moins, vous avez tous les gestes. C'est tous les gestes officiels. Le plus simple, je vais ouvrir cette vidéo. Alors, je vais l'ouvrir. Oui, il faut d'abord que je l'ouvre et ensuite que je bascule le bon écran. Je vais ouvrir une vidéo où elle dure 4 minutes et vous allez voir un arbitre qui va vous faire voir tous les gestes et je vais les commenter en même temps, ça va assez vite, mais comme ça, vous pourrez les revoir. Alors, attendez, je vais cliquer là-dessus. Est-ce que là, vous voyez la page Internet qui s'est ouverte? Non, on Non. n'a que ton diapo. C'est normal. Hop. Alors, il faut que je revienne là et que je partage. Que je partage celui-là. Alors. Là, c'est bon, vous la voyez? Oui. Ouais. Alors. Il y a un peu de son avec. Je vais enlever le son d'ailleurs. Donc, l'autorisation de servir, on siffle. Parce que, attendez, je vais mettre pause. Ce que j'ai oublié de préciser, quand on arbitre, c'est d'abord je siffle et ensuite je fais un geste. D'accord? En gros, le sifflet, c'est l'avertissement et le geste indique qu'est-ce qu'on est autorisé de faire. Donc là, c'est l'autorisation de servir. Donc, service pour une équipe ou pour l'autre. Là, c'est quelle équipe est au service ou quelle équipe a marqué le point. D'accord? Et quand on arbitre, la gestuelle, alors ça, on s'en fiche, c'est pour changer de camp, la gestuelle se fait toujours en disant pour qui va le point et ensuite pourquoi va le point. D'accord? Donc ça, c'est les temps morts, les remplacements. Alors, ça, on s'en fiche un petit peu, hein, c'est les cartons. Vous allez avoir toute une série, donc j'en profite pour vous dire, comme vous voyez sa gestuelle, oh monsieur, tous les gestes, normalement, quand on arbitre, se font d'un côté ou de l'autre du terrain. D'accord? Là, on voit les différents gestes, mais il oriente toujours sa gestuelle d'un côté. On va le voir après, que ce soit pour les balles touchées, eh bien, le geste va changer si c'est d'un côté ou de l'autre du terrain. On va en parler à ce moment-là. Voilà, on va venir, ça c'est la fin de set ou la fin du match, et maintenant on va venir sur des... Voilà, donc ça c'est au service. Un ballon qui n'est pas lancé, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'au service, on est obligé de lancer la balle. Si je garde la balle dans la main et que je viens frapper le ballon directement dans ma main, c'est une faute. D'accord? Je suis obligé de lancer la balle. Donc ça, c'est le geste pour signaler. Ou alors, si j'ai lancé le ballon et que je ne l'ai pas frappé et qu'il est retombé, bah, c'est la gestuelle. C'est la gestuelle qu'il faut faire. Donc, je pense que vous l'avez vu. C'est un bras tendu et on monte. Même s'il retombe à l'extérieur du terrain? Ouais, peu importe. Du moment qu'il a été lancé, c'est fini. Ça, c'est le geste de 8 secondes. On a 8 secondes pour servir. Si le temps est dépassé, il faut faire ce gestuel. Faute de contre, donc ça, c'est par exemple un joueur arrière qui ferait une faute.
Ça, c'est la faute de position. Vous voyez, là, il y a faute de position pour l'équipe qui est à notre droite, à nous. Eh bien, il utilise sa main droite pour indiquer la faute de position. Et là, il utilise sa main, la main qui est du côté de l'équipe pour montrer. Ça, c'est un ballon dedans. Donc, on indique le centre du terrain. Ça, c'est ballon out. Donc, c'est des gestes que vous avez déjà vus. Ça, c'est ballon porté. Alors, le ballon porté, à la différence du geste du ballon non lancé au service, c'est que là, on plie le bras. Bon. Là, c'est juste l'avant-bras, en fait, qui relève, alors que le geste du non lancé au service, c'était tout le bras qui restait tendu. C'est une petite nuance. Ça, c'est 2 touches de balle. Donc, un joueur qui aurait fait 2 touches, voilà, 2 touches. Un joueur qui fait 4 touches de balle. Enfin, pas un joueur, une équipe, pardon. Une faute de filet. On indique le filet et le joueur fautif. Ça, c'est une balle qui est prise de l'autre côté. Donc ça, en fait, c'est par exemple une attaque qui est avec le ballon qui est totalement de l'autre côté du terrain et qu'un joueur va attaquer. Forcément, pour attaquer un ballon, il doit être dans mon camp. Je n'ai pas le droit d'aller l'attaquer dans le camp adverse. Et donc, c'est ce geste-là. Ça, c'est l'attaque d'un arrière. Si un joueur qui devait attaquer aux 3 mètres attaque à l'intérieur des 3 mètres, c'est une faute. Ça, c'est la pénétration sous le filet. Donc, on montre la ligne centrale avec le doigt. Balle à remettre. Les 2 pouces levés. Ballon touché. Donc là, vous voyez, là, c'est ballon touché donc, sur notre gauche, sur notre droite, pardon. Donc, il fait la gestuelle avec son bras gauche, donc le bras qui est du côté de la faute, qui est levé, et l'autre bras qui vient toucher au-dessus. Si on revoit juste le geste précédent, et bien là, c'était l'inverse. C'était son bras du côté de la faute. Voilà. Il y avait une question? Je vais m'écarter parce que je ne suis pas arrivé à oui, j'étais en train d'écouter. Alors, voilà. Donc là, c'est le ballon touché. Le retard de jeu, ça ne nous concerne pas. Je ne sais pas si c'est au courant. Je connais même Dani, la présidente Jamania, qui est par ailleurs directrice régionale de l'UNSS. Voilà. Et puis les juges de ligne, ça ne nous concerne pas non plus. Donc, on ne va pas regarder ça. Allez, je repasse. Donc là, on retrouve tous les gestes qui ont été montrés. Vous avez le lien sur le document, vous aurez le lien de la vidéo pour revoir les gestes et passer un peu vite. Mais l'essentiel, c'est que voilà, vous connaissiez les principaux, donc l'autorisation de servir. Et ce qu'il faut se dire, c'est toujours pour qui va la balle et ensuite dire pourquoi. Donc, point pour l'équipe à ma droite parce que la balle est dedans, parce que la balle est dehors, parce que la balle est touchée, parce qu'il y a eu 8 secondes, parce qu'il y a eu mordu, parce que… Voilà. Mais toujours pour qui et pourquoi. Pour faire les gestes et comme ça, c'est le langage international de l'arbitre. Hein. De partout dans le monde, on fait les mêmes gestes et voilà. Donc, il y a 2 pages sur les gestes. Jérémy, oui. Jérémy, excuse-moi, Florian de Saint-Priest. Oui. J'ai vu qu'il y avait une faute de contre qui était indiquée. C'est quoi? Oui. Alors, la faute de contre, c'est si un joueur arrière vient faire un contre, il n'a pas le droit forcément, il est arrière. Donc, il peut y avoir ça. Ou alors, si un contreur vient contrer la passe, par exemple, la passe du passeur adverse. Donc, s'il va prendre la balle dans le camp adverse avant la frappe d'attaque de l'adversaire, c'est une faute. Et donc, c'est le geste de la faute de contre. Et est-ce qu'il arrive qu'un contreur touche la balle à contrer avant l'attaquant? Parce que souvent, quand ils sautent suffisamment haut, ils franchissent les bras par-dessus le fil,
Ça peut arriver et c'est une faute. C'est une faute de contre aussi. Oui. D'accord. En fait, on a le droit de contrer uniquement un ballon qui vient en direction de son propre camp. Par conséquent, une balle qui est jouée par le passeur, à 9 fois et demi sur 10, va être parallèle au filet, mais ne viendra pas en direction de mon propre camp. Et donc, cette balle n'a pas le droit d'être contrée. Par contre, une balle dite d'attaque, alors, ce qu'il faut se dire, hein, une balle d'attaque, ce n'est pas une balle qui est frappée en direction de mon camp. Une balle d'attaque, c'est une balle qui est envoyée par mon adversaire en direction de mon propre camp et qui franchit effectivement le plan vertical du filet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ballon que je jouerais en manchette en direction du camp adverse et qui franchit effectivement le filet est une balle d'attaque. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être au-dessus du fil pour attaquer alors. Non, non, non. Et ça peut être une manchette, ça peut être une passe. Toutes ces balles sont des balles d'attaque, définies par la règle, c'est des balles d'attaque, et donc c'est des balles contrables. Par contre, une balle qui va en direction de mon camp, mais qui vient taper dans la bande blanche et qui ne franchit pas, bah, ce n'est pas une balle d'attaque. Et donc, ce n'est pas une balle qu'on a le droit de contrer. Donc, il faut avoir ces nuances. On n'est pas là pour rentrer autant dans l'arbitrage, donc c'est des choses qu'il faut connaître. Et c'est pour ça que quand on dit qu'un libéro n'a pas le droit d'attaquer, en soi, c'est faux. Parce que toutes les balles qui vont envoyer en direction du camp adverse sont des balles d'attaque. Et donc, le libéro a le droit d'attaquer. Mais il n'a pas le droit d'attaquer un ballon qui est entièrement au-dessus du bord supérieur du filet. La règle est là. Et c'est pareil quand alors, une règle qu'on n'a pas vue, mais un libéro n'a pas le droit de venir faire une passe à 10 doigts dans les 3 mètres qui ensuite est attaqué au-dessus du bord supérieur du filet par un des joueurs. Un libéro a le droit de faire une passe dans les 3 mètres, il n'y a pas de problème, mais la balle ensuite n'a pas le droit d'être envoyée en direction du camp adverse en étant prise au-dessus du filet. Elle doit être prise obligatoirement en dessous, s'il a fait une balle à 10 doigts dans les 3 mètres. Et on parlait du contre, la légende urbaine qui dit que justement, quand on est grand, on a le droit de passer un peu les mains de l'autre côté, mais uniquement sur la 3e balle, sur une balle d'attaque. C'est vrai ou non? On n'a pas le droit de passer les mains de l'autre côté du filet? On a 100% le droit de passer les mains en face. Ce n'est pas forcément à la 3e touche d'équipe, après la 3e touche d'équipe. Ça peut être après la première touche. Si le ballon est considéré comme une balle d'attaque, c'est-à-dire qu'il vient en direction de mon camp, qui va franchir effectivement, et là, on va rajouter une nuance, c'est que j'ai le droit d'aller le contrer complètement en face, à la seule condition qu'aucun joueur ne soit en capacité de jouer ce ballon, ou ne soit en train de jouer ce ballon. Je m'explique. Hein. Je fais une réception qui va en effet en direction du camp adverse, sauf que j'ai le passeur qui est en train d'arriver, qui saute et qui va faire sa passe. Et sauf que moi, avant que le joueur fasse sa passe, qu'est-ce que je fais? Je contre le ballon. C'est une faute, parce que j'empêche le joueur de jouer le ballon. Mais par contre, ce n'est pas parce que je suis grand que j'ai le droit de passer les mains. Hein. Même si je fais 1,50 m et que j'arrive, parce que j'ai une grosse détente, à passer les mains de l'autre côté, j'ai le droit. Hein. Il n'y a pas de restriction de taille. Mais par contre, ce n'est pas une légende urbaine. On a en effet le droit de passer les mains de l'autre côté pour contrer le ballon. Alors, contrer, mais si en contrant, après, on rabat de l'autre côté. Donc, il y a la main qui dépasse totalement de l'autre côté, ça n'a pas été attaqué, ça n'a pas pu être joué. Et du coup, on fait du basket et on rabat la balle du côté adverse. C'est autorisé? Dans le mouvement de contre, après si c'est un mouvement de contre, parce que le mouvement de contre, c'est l'action d'empêcher la balle de pénétrer dans son camp. Hein? Donc, si moi, délibérément, je fais un mouvement
d'envoyer le ballon en direction d'un point précis dans le terrain, je ne suis plus en train d'empêcher le ballon de venir dans mon camp. D'accord ? Je ne fais pas un acte d'opposition, mais je fais une action de jouer le ballon dans le camp adverse. Et donc là, c'est une faute, par contre. Donc, il faut vraiment voir la nuance où l'action de contre, elle est d'empêcher le ballon de pénétrer dans son camp. Et non pas d'aller, en effet, on le voit régulièrement, prendre le ballon et le rabattre sur le côté pour que personne ne puisse le toucher. Si les mains sont orientées et il n'y a pas d'action, là, vous voyez ma tête ou pas? Vous voyez mon écran? Très bien, très bien. Très bien. Mes mains sont en face et orientées comme ça, et je fais ça, et le ballon vient et tombe, pas de problème, c'est autorisé. Mais si là, je suis là et je fais ça, à ce moment-là, je n'ai pas empêché le ballon de venir dans mon camp, mais j'ai joué le ballon dans le camp adverse. Et donc ça, c'est interdit par contre, parce que ça, c'est une attaque. Ok, merci. Petite question sur la première balle de service. Oui. Est-ce que ça arrive quand le service est un petit peu lent, un petit peu loisir, on va dire, qu'en face, il y a un attaquant qui prenne la balle de service pour une balle d'attaque? Est-ce que c'est autorisé ou pas? Parce qu'il y a la fameuse histoire de dire, ça dépend s'il a les pieds au sol, pas au sol, etc. Ah, une autre légende urbaine. Voilà, donc… C'est toujours la même chose. Il n'y a pas une histoire de les pieds au sol, pas les pieds au sol. C'est une histoire de position du ballon. Si, sur une balle de service, je prends le ballon au-dessus du bord supérieur du filet, de la bande blanche, et que je la renvoie en direction du camp adverse, si je suis dans les 3 mètres, c'est une faute. Que je saute pas, peu importe. La position du ballon, c'est ça qui est important. D'accord. Donc voilà, c'est une autre légende urbaine en disant « Ah, mais j'ai pas sauté, c'est pas un contre ». C'est pas vrai. Ce qui compte, c'est la position. Alors, en plus, pour le contre, ce qui compte, c'est la position du joueur. C'est-à-dire que le joueur, s'il a une partie du corps plus haute que le bord supérieur du filet, il sera considéré comme contreur. Donc, c'est même pas il a sauté, il n'a pas sauté. C'est vraiment là la position des mains. Et dans le cas de l'attaque, c'est vraiment la position du ballon. Si le ballon est entièrement au-dessus de la bande blanche, eh bien, si c'est le service adverse et qu'il est dans les 3 mètres, eh bien, il n'a pas le droit. Donc, concrètement, ça veut dire que quand l'équipe qui reçoit le 2, 3, 4 n'a pas le droit de renvoyer en direct de l'autre côté, il est obligé de, s'il est il est obligé de garder la balle dans son camp, enfin, pour construire quelque chose. Il peut renvoyer à 10 doigts. Il peut renvoyer à 10 doigts si le ballon est en dessous du bord supérieur du filet, en dessous de la bande blanche, il a le droit de faire ce qu'il veut. Par contre, si au moment du contact de balle, pour renvoyer en face, le joueur a ses appuis dans les 3 mètres, qui prend le ballon au-dessus du bord supérieur du filet et qui la renvoie en face, là, c'est faute, même si c'est à 10 doigts. D'accord. C'est la position du ballon qui compte et qui fait la position licite ou illicite. Et si tu prends ton appel au-delà des 3 mètres, tu as le droit de renvoyer le ballon direct? Oui. Oui, sur le principe, la règle ne l'interdit pas. Après, c'est quand même un ballon très compliqué de prendre un appel derrière des 3 mètres. En théorie, ce n'est pas interdit. Après, moi, je pars du principe qu'il y a la règle et il y a l'esprit de la règle. Donc, je ne sais pas si personnellement, je ne sifflerais pas quand même faute. Voilà, il faudrait relire la règle précise dans le règlement d'arbitrage pour voir si réellement on a le droit ou pas, parce que je pense qu'il y a la position du joueur qui compte. Ce n'est pas seulement l'appel du joueur, mais si le joueur est à l'intérieur des 3 mètres, enfin si le ballon est à l'intérieur de la zone des 3 mètres, je pense que c'est interdit quand même.
même s'il y a un appel qui est pris à l'extérieur. Là, je pense que c'est la position du ballon qui rentre en jeu, à vérifier. Je préfère partir du principe qu'on n'a pas le droit de contrer ou que ce soit. Ouais, voilà, on part dans cette idée-là. Si le ballon est au-dessus du bord supérieur du filet, c'est interdit de contrer et d'attaquer. La règle est là. Après, le code d'arbitrage fait 90 pages. On ne connaît pas non plus toutes les règles par cœur, même si on essaye d'en connaître le maximum. En tout cas, on part dans ce fondement que c'est interdit. On n'a pas parlé du tout de l'usage du sifflet. Oui. Tout se siffle. Tout. Tout. Le service, en fait, le sifflet, c'est lui qui va matérialiser l'autorisation de servir au début du point. Tant qu'il n'y a pas eu le coup de sifflet, on ne peut pas servir. Ce qui fait qu'un joueur qui sert avant le coup de sifflet, on doit rejouer. Ce n'est pas « la prochaine fois que tu fais ça, c'est balle aux autres ». Non, tant qu'il n'y a pas eu le coup de sifflet, il n'y a pas d'autorisation et on doit rejouer. Ensuite, à la fin de l'échange, du moment que le ballon touche le sol, du moment que le ballon touche un objet, du moment qu'un joueur touche le filet ou autre, enfin, du moment qu'il y a quelque chose qui nécessite un coup de sifflet, il faut siffler immédiatement. Pourquoi? Parce que s'il y a une autre faute qui intervient et qu'il n'y a pas eu de coup de sifflet, eh ben, on va être un petit peu piégé. Donc, c'est pour ça qu'il est bien quand même d'avoir un sifflet et de ne pas attendre 20 secondes avant de siffler la fin de l'échange parce que ça peut avoir des conséquences. Et on n'a pas abordé non plus deux sujets qui peuvent porter à polémique à certains moments, enfin en tout cas quand on arbitre, c'est le temps des temps morts, le temps des changements de terrain et également quand c'est qu'on annonce le changement de joueur, parce que ça c'est toujours « Ah non, j'attendais pour entrer, pour sortir en face ». Ouais. Voilà. Alors, déjà, en loisir, il n'y avait pas de temps mort technique. Et maintenant, au volleyball, il n'y aura plus de temps mort technique. Ça a été supprimé par la Fédération internationale. Donc, dès la prochaine saison, le temps mort technique n'existera plus. Donc, on n'a plus à s'embêter avec ça. Ensuite, les temps morts pour chaque équipe, c'est 30 secondes. 30 secondes pour un temps mort qui est demandé par une équipe. Normalement, les équipes sont censées sortir du terrain. Bon, c'est pas en loisir, on s'en fiche un petit peu, mais c'est mieux quand même si les équipes sortent du terrain, ça marque un petit peu plus le temps mort. Ensuite, entre les sets, c'est 3 minutes le temps pour changer de côté, boire un coup, se reposer, c'est 3 minutes entre chaque set. Après, sur que ce soit les temps morts ou les changements de joueurs, eh bien, ils se font pendant l'interruption entre 2 points. Alors, l'entraîneur ou le capitaine doit demander ce temps mort et doit demander le changement de joueur officiellement à l'arbitre en disant « Monsieur l'arbitre, changement de joueur, le 18 remplace le 12 ». Voilà. Et on doit le faire, c'est pas il change quand il veut, etc. Normalement, alors je ne connais pas bien par contre la règle au niveau du comité, mais je pense que la règle est la même que dans les règles du volley. Normalement, si le 12 rentre sur le 18, eh ben, le 18 qui est sur le banc, s'il doit rentrer, c'est sur le 12 obligatoirement. Oui. Et, oui. voilà. Et on a le droit à 6 changements par équipe, sachant qu'un joueur qui est rentré sur le terrain et qui est ressorti n'a pas le droit de re-rentrer pour la suite du set. Hein. La règle est là.
à l'exception des remplacements avec le libéraux, où là, c'est remplacement libre et illimité. Donc voilà sur les En loisir, remplacements. c'est pas plus cool, les changements? Non, c'est ça? Je crois pas. Hein. D'accord. J'ai joué en loisir il y a quelques années. Je ne suis pas certain qu'il y ait une règle particulière par rapport à ça. Il faut regarder le règlement spécifique du comité par rapport à ça, mais je ne suis pas certain que… C'est comme tout, il y a le règlement et les us et coutumes de chaque équipe. Il y a des équipes qui ne vont pas forcément siffler le pied sur la ligne, qui vont le signaler en disant la prochaine fois je siffle, et puis il y en a qui vont limite siffler les 8 secondes en disant j'ai compté, ça en fait 9. Ouais. Voilà. Là, c'est sûr que c'est la partie un petit peu plus aléatoire et le fair play, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la règle initiale, c'est celle-là. Après, si les deux équipes, avant le match, parce que ça arrive, par exemple, il y a des équipes, parce qu'ils veulent que tout le monde joue et un peu de manière équitable, ils disent « Ah ben nous, on tourne, et en fait, le joueur qui est en poste 2, il ne va pas au service, il sort du terrain, et c'est celui qui est hors du terrain qui va servir. » Si les deux équipes, avant le match, sont d'accord pour faire ça, eh bien, on est en loisir. Il n'y a aucune… moi, j'y mets aucune objection à ce que ça se passe. Du moment que les deux équipes sont d'accord avant le match, en soi, il n'y a pas de problème. On reste quand même sur une compétition, entre guillemets, amicale, mais il faut que les choses soient définies avant le match. Voilà. Comme dans certaines salles où on a, allez, 1 mètre entre le mur et la ligne de côté, enfin la ligne de fond, et on va avoir certains clubs qui disent « Ah ben non, interdit de mort », et puis il y a d'autres clubs qui vont dire « Ah ben on a le droit de mettre 1 pas dans le terrain ». Voilà, c'est des choses à définir avant le début du match. Après, il y a des questions de fair play un petit peu là-dessus. C'est sûr que si une équipe n'est pas capable d'accueillir dans de bonnes conditions, eh ben, on doit avoir un peu de souplesse, par exemple, par rapport aux mordus. Parce qu'on est aussi là pour que le jeu se déroule correctement. Alors, voilà, si vous avez 1 mètre entre votre ligne de fond et le mur, sur le principe, on devrait même de base autoriser à avoir 1 pied dans le terrain pour servir. Eh ben, moi, je l'ai vécu, vous l'avez certainement vécu, il y a certains clubs, niet, interdit. Donc voilà, après, c'est l'état d'esprit des personnes. On est là quand même pour se faire plaisir en loisir, on est là pour jouer, partager une passion commune, et forcément, si on met énormément de contraintes alors qu'on n'est pas capable d'accueillir dans de bonnes conditions, moi, je ne trouve pas ça très fair-play de la part de ces clubs. Après, voilà. Du coup, ça amène une question, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter. Là, c'est comment on se débarrasse des gros relous en tant qu'arbitre, parce que carton jaune, carton jaune-rouge, là, enfin… Bon, moi, je ne connais pas tout ça, et encore une fois, l'heure avance, donc je ne sais pas si tu vas le traiter. Non, mais c'est vrai qu'en loisir, on a des gros relous qu'on aimerait bien voir disparaître, quoi. Eh bien, ouais, il y en a, et on ne peut rien faire contre ça. Les cartons, on n'en a pas parlé, parce qu'en loisir, on n'est pas là pour mettre des cartons. Après, rien n'empêche, sur toutes les feuilles de match, il y a une case remarque. Rien n'empêche de signaler le comportement incorrect d'une personne auprès du comité. Et au sein du comité, on a des organes disciplinaires. Et même si on est en loisir, eh ben, on n'est pas là pour justement avoir des gros relous qui embêtent, pour rester très poli, tout le monde. Et on a déjà eu des cas à traiter au niveau du comité sur des problèmes qui se sont passés en loisir parce que justement certaines personnes sont impolies envers les autres équipes, sont agressives. Eh ben, voilà, il ne faut pas hésiter à signaler ces cas.
Après, il n'y a rien de mieux que le dialogue, sauf qu'avec certaines personnes, on ne peut pas dialoguer. Eh ben, il faut faire remonter les choses. Et puis, si le comité un jour juge qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus rien à faire sur un terrain parce qu'elles gênent les autres joueurs, eh ben, le comité, je pense, assumera. Hein. Michel, tu me rejoins, je pense. Mais Elle est partie, elle est partie. Ah, elle est partie. Voilà. Mais je pense Je dénonce. Je pense qu'elle me rejoint là-dessus, mais voilà. Moi, personnellement, quand c'est comme ça, je préviens une fois, 2 fois, et la 3e fois, c'est un point de pénalité. J'évite de virer les gens parce que c'est difficile. Et je dis, voilà, si tu continues à faire ça, ce sera un point de pénalité. Et assez souvent, même ceux qui sont dans son équipe sont d'accord. C'est un relou. Oui, c'est vrai qu'il y a que... Oui. Généralement, le relou, il reloupe tout le temps. Hein. Le point de pénalité, c'est le même principe que le carton rouge au volley. Hein. Un carton rouge, c'est un point de pénalité. Donc, on n'est pas dans l'idée des cartons, mais oui, ça existe. Donc oui, c'est une possibilité. Après, pour certains, ça va les exciter encore plus. Hein. Oui, puis ils vont dire que ce n'est pas un bon arbitrage parce que ça n'existe pas, les points de pénalité, etc. etc. Voilà. Donc, bon, bref, on va éviter les relous. Ouais. On va juste reparler d'une chose. C'est pareil quand en loisir, on commence un match. Avant le début du match, on doit bien remplir la feuille de match. Normalement, les équipes sont censées vous présenter les licences. Et ça, il faut quand même y prêter un petit peu attention. Il y a plusieurs raisons là-dessus. C'est que d'une, normalement, seules les personnes sur la feuille de match ont le droit de participer au match. Et surtout, s'il y a une blessure et que on ne sait pour trop quelle raison, le joueur qui vous blesse, en fait, n'est pas marqué sur la feuille de match parce qu'il venait d'une autre équipe et ci et ça, eh ben, c'est très embêtant. Donc, vous, assurez-vous déjà que les personnes qui viennent jouer sont inscrites sur la feuille de match et demandez les licences aux équipes adverses parce que normalement, chaque personne doit justifier de son identité. Même s'il n'a pas la licence, la personne aura au moins sa carte d'identité ou son permis de conduire ou quelque chose. C'est des choses qu'on met en place sur les finales loisirs où une personne qui n'a pas soit sa licence, soit sa carte d'identité n'a pas le droit de jouer. Mais normalement, ça devrait être le cas à tous les matchs. D'accord? Et ça, c'est important pour... alors, déjà, si c'est votre cas dans votre équipe, attention, parce que si vous faites jouer un joueur qui n'est pas autorisé à jouer pour X ou Y raison, parce que sa licence, elle n'est pas faite, parce qu'il joue dans une autre compétition qui ne l'autorise pas à jouer dans celle-là, etc. S'il y a un problème, d'une, le joueur prend des risques parce qu'il ne sera pas couvert par une assurance. De deux, vous mettez en grande difficulté votre club et surtout le président de votre club parce que c'est lui qui sera tenu pour responsable. Donc faites attention à ça quand même parce qu'on en voit et c'est très problématique quand même. C'était un petit rappel réglementaire, mais il y a tellement de déviance. Alors, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de jouer et que, entre guillemets, on aimerait bien se poser ce problème-là parce que ça voudrait dire qu'on a le droit de jouer. Mais voilà, quand la reprise pourra se faire, faites attention à ça. J'aurais 2 petites questions complémentaires. Lorsque le ballon est envoyé dans le filet et que le filet touche un adversaire. Il n'y a pas de faute de filet. D'accord. Si c'est le ballon qui emmène le filet à la personne, il n'y a pas de faute de filet. OK. Et ma deuxième question, en fait, c'était le ballon, il est considéré out lorsque, il est entièrement en dehors du terrain. Il faut que le ballon soit en contact avec la ligne, c'est la projection du ballon. Alors, du moment que le ballon touche même 1 mm la ligne,
il est dans le terrain. Il faut que le ballon, pour être considéré comme out, soit totalement à l'extérieur du terrain. D'accord, c'est bien le contact du ballon avec la ligne, c'est pas la Ouais, projection. c'est ça. D'accord. Alors, sur les ballons très forts, des fois, c'est dur à juger parce qu'il faut penser que le ballon, plus il est fort, plus il va s'écraser au sol. Et donc, parfois, on peut être quasiment sûr que le ballon est à l'extérieur et en fait, quand il vient s'écraser au sol, eh ben, il touche la ligne. Après, un ballon qui va très très vite où on n'est pas sûr, ben, il ne faut pas hésiter à remettre. D'accord, quand on arbitre, sur le principe, il vaut mieux remettre un ballon où on a un doute plutôt que d'ouvrir une polémique parce qu'on va dire il est bon alors qu'il y a la moitié des joueurs qui a vu le ballon dehors et l'autre moitié ils ont vu dedans. Voilà. Si l'arbitre est sûr de ce qu'il a vu, il donne la balle. Si vraiment il a un doute, qu'il ne sait pas, il ne faut pas donner la balle à l'équipe qui crie le plus fort. Hein. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, du moment que le ballon touche même un 1 mm, c'est bon. Il est dedans. Voilà. Vous l'avez peut-être vu sur les matchs télévisés où il y a la vidéo arbitrage et on voit et on dit « Ah putain, c'est dégueulasse ». Le ballon, il vient effleurer mais pour un rien, pour un cheveu, la ligne alors qu'il est quasiment totalement dehors. Et ben ouais, la règle est là, c'est du moment qu'il touche une partie de la ligne ou le terrain, le ballon est dans le terrain. Une autre question, alors c'est presque de l'anti-jeu, un ballon justement qui vient dans le filet, et si le joueur adverse, en fait, alors je veux dire, il vient presque toucher le filet pour empêcher en fait qu'il reparte, qu'il rebondisse dans le filet pour qu'il soit joué. Ben, si le joueur volontairement touche le ballon, eh ben c'est une faute. C'est un acte d'anti-jeu, donc ça sera une faute. On pourra là, parce que le joueur va en direction du filet, ce n'est pas le filet qui vient en direction du joueur. Et donc là, on pourra dire que c'est une faute de filet. D'accord. Voilà, et normalement, c'est même une sanction, hein, parce que c'est un acte d'anti-jeu. Oui, tout à fait. C'est ce qui me semblait. Merci. Moi, j'ai une question, en fait. Alors, c'est sur le contre. Quelle est la définition du contre, en fait? Est-ce qu'il faut réellement être contre le filet pour faire un contre, ou est-ce que si on est à 2 mètres, limite aux 3 mètres du terrain, on peut faire un contre? Dans la définition du contre, c'est un joueur situé proche du filet. Alors, tu me diras, mais proche, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça reste à l'appréciation de l'arbitre. On va dire que allez, dans les 50 cm de proximité du filet, on est sur un contre. Voilà. Si on est à 1 mètre du filet, on ne fait plus un contre. Ok, merci. J'ai eu le cas, hein, c'est pour ça. Oui, j'imagine. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Jérémy, je voulais qu'on revienne là sur le double contact. Ouais. Je sais qu'il y a une circonstance où tu as le droit de toucher 2 fois la balle. Si c'est dans le même mouvement, parce que je sais que c'est des choses qui reviennent régulièrement. Sur la première touche uniquement. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sur la première touche d'équipe, tu peux toucher 2 fois. Sur la réception, c'est ça, mais que sur le service. Non, non, du moment que la balle vient dans ton camp. Ça peut être, peu importe le type de ballon, c'est sur une attaque, sur une balle renvoyée à 10 doigts, n'importe. Du moment que si tu touches le ballon 2 fois de suite, mais en ne faisant qu'une seule action de jouer le ballon, à ce moment-là, il n'y a pas de faute. D'accord, même sur une attaque. Okay. Ouais, s'il y a 2 gestes distincts pour jouer ces 2 touches, là, il y a faute. Okay. C'est pour ça, en fait, que sur le diaporama, j'ai précisé la première touche d'équipe chaque fois que le ballon vient dans son camp. Et non pas que sur le service. Ok, je suis arrivé un peu après. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Est-ce que tu pourras mettre dans le diaporama le lien vers les règles officielles? Oui, j'imagine qu'elles sont... je peux vous les mettre sans problème. Merci. Voir celles du comité aussi, si elles sont distinctes, les deux. Je vois. Alors, sur le comité, on n'est plus, on n'est plus réellement sur les sur des règles. On est sur le comment ça s'appelle le bulletin départemental d'information où on ne parle pas de règlement, mais on parle surtout nombre de joueurs autorisés pour jouer. Et ça, vous y avez directement sur le site du comité. Vous allez dans règlement, loisirs, et vous allez trouver le bulletin départemental d'information qui est publié chaque année et qui statue, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur le loisir à 6, vous avez le droit de jouer minimum à 4 joueurs. Pour pallier à des déficits de joueurs, il est autorisé de jouer jusqu'à 4 joueurs au minimum. Donc voilà, il y a beaucoup d'équipes souvent qui disent « Ah, on ne peut pas venir jouer parce qu'on n'est pas assez ». Eh ben, il faut savoir que jusqu'à 4 joueurs, vous pouvez jouer. Après, il ne faut pas faire une saison non plus à 4 parce qu'on change la physionomie du jeu entre le 4-4 et le 6-6. Mais voilà, c'est autorisé en tout cas. C'est bon à savoir. Ça. On m'avait dit, moi, que c'était forfait à partir de 5. Eh ben non, j'ai repris justement cette partie pour vérifier un petit peu ce qui était dit, parce que j'avais un doute là-dessus, et il me semblait que j'avais entendu que c'était 4, et ouais, en effet, c'est 4 personnes. De la même manière, on joue, enfin la plupart, je pense, en mixte. Oui. Donc, il est demandé est-ce que qu'il y ait une fille minimum dans l'équipe, ouais. au moins lors de l'inscription de l'équipe. Par contre, quand l'équipe se présente systématiquement et qu'on n'a jamais vu de fille depuis 2, 3, 4 ans, on peut quand même s'interroger sur la loyauté ou en tout cas le côté correct. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas dire? Parce qu'il y a eu une saison où si en effet il n'y avait pas de filles, il y avait des points en moins, mais voilà, c'est… Alors, je vais juste reprendre le règlement et vous dire exactement ce qui est dit parce que justement, j'ai lu un truc là-dessus. Pareil, la fille qui reste sur la touche, quoi, qui est là, qui est bien sur la feuille de match, mais qui ne joue pas. On peut être blessé, etc. Mais il y a un moment, on se pose la question, quoi. Et puis on commence à moins 2-0 ou à 0-2 aussi, c'est pas pareil. Alors, mixité des équipes. Il est conseillé aux équipes d'être mixtes dans la mesure du possible. Ceci n'est pas une obligation. Ouais, c'est ce qui me semblait que ça avait été modifié. Ce n'est pas obligatoire. On met les filets à quelle hauteur alors? Eh bien, c'est ce que j'ai dit au départ. S'il y a une des équipes qui est mixte, on jouera à 2,35. S'il n'y a pas du tout de mixité, on jouera à 2,43. Et les garçons se régalent du coup. Voilà. Et là, il y a beaucoup de fautes de prise de balle dans le terrain. Et là... Donc, il est dit, toutefois, pour le championnat 6-6, les équipes mixtes seront favorisées par rapport aux équipes uniquement constituées d'éléments masculins. Si une équipe mixte avec une fille présente sur le terrain et non sur le banc affronte une équipe masculine, l'équipe mixte partira d'office avec un avantage de 3 points. 3-0 pour l'équipe mixte. Pour les 4 premiers sets et 2 points, 2-0 pour le 5e set. Pour conserver cet avantage, il faudra qu'une fille au moins reste présente sur le terrain pendant tout le set. Par conséquent, s'il n'y a qu'une fille sur le terrain et qu'elle est remplacée par un garçon, l'équipe adverse marquera automatiquement 3 points ou 2 points au 5e set. Exemple, si le remplacement s'effectue à 15 partout, l'équipe masculine mènera automatiquement 18-15. Ouais, l'équipe mixte plutôt. Oui, l'équipe mixte, il y a une erreur dans le règlement d'ailleurs. Okay. Donc ça a été remis parce qu'à un moment, ça avait été enlevé
D'accord. Voilà. Et la suite, c'est de même si deux équipes mixtes s'affrontent au cours du set, l'une des deux fait sortir toutes ses filles, l'autre équipe marquera automatiquement 3 points ou 2 points au 5e set. Ok, merci. Jérémy, si jamais elle est libéraux, la fille, comment ça se passe du coup? Est-ce que, vu qu'elle ne peut pas être la totalité du temps du set sur le terrain, comment... À chaque fois qu'elle sort, les autres, ils marquent 3 points. Voilà, ça c'est une bonne idée. Tac, tac, tac. Enfin, dans le cas où une joueuse est utilisée comme libéraux, et s'il n'y a pas d'autres joueuses dans l'équipe, alors aucun avantage ne pourra être accordé à cette équipe. Donc, s'il n'y a qu'une seule fille et qu'elle est libéraux, eh bien, l'équipe est considérée comme masculine. Donc, moins 3. Donc, on prend 3. Ok. Non, Donc, c'est on prend l'autre 3 équipe en qui prend plus. 3. Ce n'est pas moins 3, Ok. c'est l'autre équipe qui marque 3. Oui, enfin. Et donc considérée comme masculine, filée à 2,43? Bah oui, parce La que seule fille est libéraux, c'est filée 2,43. Bah oui. Sauf si les deux équipes, elles s'entendent à mettre à 2,35. Ouais. Mais oui, dans le principe, c'est 2,43 s'il n'y a que le libéraux qui est féminin. En fait, pourquoi on descend le filet? C'est pour que les féminines puissent attaquer. Donc, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de féminine qui va pour attaquer au filet, eh ben, forcément, ça ne sert à rien de laisser le filet à 2,35. Après, hein, si c'est une équipe avec une moyenne d'âge assez élevée, on peut aussi tolérer 2,35. Hein. Aujourd'hui, dans les disciplines, il y a un championnat de France vétéran à la Fédération française de volley. Les filets, plus on monte au niveau des âges des catégories, et plus le filet est bas. Donc voilà, c'est normal aussi. Hein. On n'a pas les mêmes facultés physiques à 20 ans et à 70 ans. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, vous allez sur le site du comité. Alors, je peux vous mettre, je peux rajouter, j'essaierai de rajouter le lien. Voilà, vous allez dans téléchargement, règlement, et là, vous avez BDI Loisirs 2020-2021. Et pareil, il y a un BDI pour les compètes libres qui est un peu différent. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va pouvoir clôturer cette formation. Pile 1h30. Ouais, avec un petit dépassement. Mais bon, c'est bien aussi d'échanger parce qu'il y a des points comme ça qui sont mis au clair. Et puis l'avantage, c'est que comme on a filmé la réunion, ça permettra à des gens de pouvoir se documenter par la suite. Vous retrouverez là sur le site du comité, je vais l'envoyer là dans la soirée à Gilles. J'enverrai le document que j'ai projeté et la vidéo. Alors on verra si la vidéo elle peut être mise. Sinon, on mettra peut-être sur un serveur où les gens pourront la télécharger. On va se débrouiller pour ça. Et donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a permis de découvrir un peu plus, de vous projeter, d'enlever un peu ces idées reçues sur certaines règles qui sont un petit peu fausses. Et puis... C'était super intéressant et je te remercie beaucoup pour l'animation. Ouais. Merci. C'était très clair. Bonne soirée. Merci, Jérôme. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.